Aujourd'hui, hop, ça enregistre. Donc, je suis ravi de pouvoir intervenir aujourd'hui et d'être le premier orateur de ces mardis de la construction. Et donc, merci à la Confédération de construction de la province du Luxembourg de me permettre de vous présenter en fait les démarches indispensables à suivre pour la réalisation d'un chantier en France. Alors, vous le savez, enfin, on s'en doute un petit peu, souvent dans l'esprit dans l'esprit des gens, travailler en France paraît assez facile parce que la frontière entre la France et la Belgique est très proche. On est deux pays voisins, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les formalités administratives et fiscales peuvent être importantes pour les sociétés belges. Alors, on en verra plusieurs. On va voir bien évidemment les formalités liées au détachement des salariés sur le territoire français, qui permettent notamment de vérifier la conformité de l'emploi des salariés. On verra également la déclaration de détachement et la représentation de salariés en France. On verra aussi les formalités fiscales. Vous venez en France, réaliser un chantier de construction. Il convient de comprendre et de savoir comment facturer son client, que ce client soit une entreprise française ou un client français. Alors, n'hésitez pas, tout au long de cette petite présentation, d'indiquer vos questions si vous en avez dans l'onglet discussion. On y répondra à la fin, bien évidemment. Et si des questions arrivent à l'issue de cette présentation, ou demain matin après une bonne nuit de sommeil, n'hésitez surtout pas à me contacter. Alors, on va prendre un petit cas, un petit cas pratique, un cas de figure, qui sera un petit peu le fil conducteur de cette présentation. Donc, l'idée et le cas que je voudrais vous présenter, c'est que vous êtes une société belge, vous effectuez des chantiers de construction sur le territoire français pour le compte de clients particuliers, donc on appelle ça de B2C, ou de sociétés françaises en B2B. Pour cela, vous allez envoyer une équipe de salariés pour mener à bien ce projet de construction. La durée prévue du chantier est de 4 mois. Et ce que l'on va voir, ce que je voudrais vous montrer tout au long de ce séminaire, c'est quelles sont vos obligations administratives et fiscales que vous devez respecter avant l'arrivée de vos salariés en France. Alors, elles sont multiples. Tout d'abord, vous allez devoir annoncer l'arrivée de vos salariés à l'administration française via une déclaration préalable de détachement SIPSI. On le verra, c'est une déclaration française qui se fait avant l'arrivée des salariés en France pour chaque détachement de salariés. Au sein de cette déclaration, vous allez devoir également nommer un représentant sur le territoire français qui fera le lien avec l'administration du travail française. Vous devrez aussi obtenir des cartes BTP pour les salariés détachés sur des projets de construction en France, respecter les conditions de travail en France, les conditions issues du droit du travail français. Alors, on verra très rapidement, parce que ce n'est pas notre cœur de métier, mais souscrire à une assurance décennale pour notamment les projets de grosses œuvres en France, mais aussi savoir facturer son client, que celui-ci soit une entreprise ou un client particulier, notamment au regard des règles de TVA en France. Alors, tout d'abord, on va annoncer l'arrivée des salariés détachés par le biais d'une déclaration préalable de détachement SIPSI. Avant de commencer et de vous présenter la déclaration SIPSI, un point important de réglementation, il faut savoir que cette réglementation sur le détachement de salariés ne va s'appliquer que pour les salariés étrangers détachés en France. C'est-à-dire que c'est quoi le détachement? C'est le fait de dire pour une société belge, j'ai des salariés dont le contrat de travail est un contrat de travail belge, dont les contributions sociales sont payées en Belgique, donc c'est un travailleur belge, qui va partir pour une durée déterminée, temporaire, sur le territoire français, pour effectuer une prestation de service pour un client français ou étranger que j'ai pour une prestation de service sur le territoire français. Il est prévu que ce salarié revienne en Belgique une fois la prestation terminée. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle un travailleur détaché. Et la réglementation que l'on va voir française à ce niveau-là, concernant la déclaration SIPSI, la représentation des salariés, la carte BTP, ne concerne que les salariés étrangers détachés en France. Ce qui veut dire que les travailleurs indépendants, ceux qui ont le statut de travailleurs indépendants, qui ne sont pas salariés d'une entreprise étrangère, ne seront pas concernés par ces règles de détachement. Le détachement, c'est quoi? C'est le fait de dire, moi, salarié belge, je viens travailler en France pour une durée déterminée. Pendant ma présence sur le territoire français, je continue de payer mes contributions sociales belges. Je ne paye aucune contribution sociale française. Par contre, je dois respecter le droit du travail français pendant la durée de présence en France.
Donc, cette première déclaration, cette première obligation, pardon, qui est une déclaration de détachement, doit impérativement se transmettre avant l'arrivée des salariés. C'est une déclaration électronique qui se fait via le site SIPSI, obligatoire, donc c'est-à-dire que vous n'avez pas le choix, il n'y a aucune exception. Vous devez impérativement faire une déclaration SIPSI, que votre prestation ait une durée d'une heure, une journée, une semaine ou un mois sur le territoire français. L'idée de cette déclaration, c'est de permettre à l'administration française d'avoir une base de contrôle. C'est-à-dire que vous devez indiquer à l'administration via ce formulaire toute une série d'éléments que l'on va voir qui va lui permettre de venir vous contrôler. Si vous ne faites pas cette déclaration, et en cas de contrôle sur place, vous serez bien évidemment soumis à une amende administrative d'office. On le verra tout à l'heure. Si vous le faites, bien évidemment, vous donnez les informations à l'administration pour qu'elle vienne vous contrôler. Euh, cette déclaration est obligatoire pour chaque détachement en France. C'est vraiment la première chose à faire lorsque vous savez que vous allez avoir un détachement sur le territoire français. Alors, je vous montre un exemple de déclaration SIPSI. Vous le voyez, cette déclaration, elle est assez intrusive dans le sens où on va avoir beaucoup d'informations à transmettre à l'administration française. On va avoir des informations sur votre entreprise, la raison sociale, l'adresse, bien évidemment, un numéro de téléphone et un email pour que l'administration française puisse vous contacter en cas de contrôle. Des informations sur le dirigeant, c'est obligatoire, le représentant légal, son nom, prénom, sa ville de naissance, son pays de naissance et sa date de naissance. Vous allez aussi devoir indiquer des informations sur votre client. Qui est votre client? Est-ce que c'est un particulier français, une société française ou une société étrangère? Donc, vous allez devoir indiquer toute une série d'éléments qui vont venir détailler l'identité de ce client. Attention, si jamais vos salariés sont détachés sans qu'il y ait de clients en France, c'est-à-dire que vous envoyez des commerciaux, vous envoyez des salariés pour participer à un projet, à un salon, pardon, à une exposition, vous envoyez des salariés pour intervenir sur un chantier, mais seulement pour prendre des mesures afin de répondre à un appel d'offres. Ces prestations-là, on va les définir comme des prestations pour le propre compte de l'employeur. Elles ne sont pas soumises à déclaration de détachement. Vous allez aussi devoir indiquer des dates et lieux de prestation. Donc là, il faut vraiment viser juste date de début, date de fin. Attention, si vous mettez par exemple le 1er avril et que vos salariés sont détachés à partir du 25 mars, là, il va y avoir 5 jours où ils ne seront pas couverts par une déclaration de détachement et où une amende administrative pourra être émise par l'administration en cas de contrôle. Donc, il faut vraiment que ces dates début et fin correspondent à la réalité de votre détachement. Des informations sur l'hébergement collectif. Donc, si jamais il y a un hôtel en France, vous devez indiquer le nom de l'hôtel. Des informations également, je ne l'ai pas dit, sur le lieu de la prestation. Ça permet à l'administration de venir contrôler sur le lieu. Les horaires de début et de fin doivent également être indiqués et doivent correspondre à la réalité de l'intervention. Donc, on doit bien évidemment mettre les horaires de début, c'est-à-dire à quelle heure ils commencent à travailler en France et à quelle heure ils terminent leur journée de travail. Vous devez aussi indiquer des informations sur les salariés. Qui sont les salariés détachés, avec des informations sur leur identité, leur adresse dans leur pays d'origine, ainsi que sur leurs conditions de travail. Quelle est la date de début du détachement, de fin de détachement, l'emploi occupé en France, la date de signature du contrat en Belgique et le taux de salaire brut qui est appliqué pendant le détachement. Alors, on va le voir, vous devez respecter le taux horaire brut minimum en France. En Belgique, généralement, les salaires sont plus importants, donc ça ne pose pas de souci, mais vous devez impérativement indiquer ces informations-là sur la déclaration. Donc, vous voyez déjà, on a beaucoup d'éléments qui sont plutôt intrusifs sur la vie privée aussi des salariés. Il faut le faire, ça doit être indiqué, sinon la déclaration ne peut pas être reportée auprès de l'administration. Au sein de cette même déclaration, vous allez devoir indiquer les coordonnées d'un représentant. Et c'est là, votre deuxième obligation, ou pour vos clients, c'est de devoir nommer un représentant qui sera chargé de faire le lien avec l'administration française et répondre aux questions de cette administration française en cas de contrôle. Donc, dans cette déclaration, vous devez nommer quelqu'un qui pourra être contacté avec un numéro de téléphone et un email sur lequel le représentant doit répondre sans délai. Alors, quelle est cette deuxième obligation?
celle de nommer un représentant sur le territoire français. Ce représentant, déjà, il peut être il peut se définir comme différentes personnes. Tout d'abord, il peut s'agir du représentant légal, donc du directeur qui est mentionné sur la déclaration de détachement. Attention, le directeur doit avoir en sa possession tous les documents que je vais vous citer après relatifs aux salariés détachés. Il doit être joignable à tout moment et il doit savoir de quoi il s'agit. Parce que s'il n'est pas en mesure de répondre sur les salaires de vos employés, sur la prestation qui a lieu actuellement, l'administration estimera qu'il ne répond pas à la définition et qu'il ne remplit pas le rôle du représentant en France. Il peut s'agir d'un salarié, mais attention, le salarié, il doit avoir avec lui et il doit connaître les salaires de ses collègues, il doit avoir connaissance des contrats, des fiches médicales, des fiches de paye. Donc techniquement, ça ne peut pas marcher pour des raisons de confidentialité entre salariés. Il peut s'agir du client français, mais là, pareil, le client français connaîtra les salaires de vos employés et les conditions d'emploi de ces derniers. Donc, pour des raisons de confidentialité, ça ne peut pas marcher. Donc, généralement, les entreprises font appel à des tiers, d'entreprises tiers comme nous, par exemple, RM Boulanger, on est représentant de salariés, et on le fait pour des entreprises étrangères. Donc, on récupère les documents, on récupère les déclarations CIPSI et on fait les déclarations CIPSI. On répond aux questions de l'administration en cas de contrôle et on conserve tout ça sur le territoire français. Alors, cette nomination, elle doit se matérialiser par la signature d'un mandat de représentation. Un mandat de représentation qui doit être signé pour chaque chantier, chaque nouveau détachement sur le territoire français. Et les contrôles vont pouvoir s'effectuer sur le lieu de la prestation. Donc, un inspecteur va venir sur le lieu du chantier, sur le lieu de la prestation, contrôler vos salariés, et après, il va venir nous appeler, nous, ou nous envoyer un mail et nous demander les documents nécessaires pour vérifier la conformité d'emploi des salariés étrangers. Le contrôle, il peut aussi se faire directement à distance sans que l'inspecteur ne se déplace sur le lieu du chantier. C'est-à-dire qu'il va recevoir une déclaration CIPSI, il va voir que vous avez un salarié payé à 7 euros brut. Donc là, il va venir nous appeler pour savoir ce qui ne va pas et pourquoi le salaire est aussi bas pour les salariés. Voilà un exemple de mandat qui indique bien que l'on a une entreprise étrangère qui mandate un représentant en France, que les documents seront conservés dans une adresse, dans des locaux qui sont situés en France, que le mandat ne concernera qu'un chantier qui est situé sur une adresse en France, avec des dates de début, des dates de fin et le nom des salariés présents. Ce qui permet d'individualiser les mandats pour chacun des chantiers. Parce que vous comprendrez bien qu'on ne peut pas avoir un mandat pour une année pour tous les chantiers, parce que si nous, on n'a pas connaissance des déclarations CIPSI qui sont généralement effectuées par les sociétés étrangères, on ne peut pas agir comme représentant si on n'a pas connaissance de ces détachements. Donc, le représentant français, sa mission va être de conserver sur le territoire français, au sein de ses locaux, et de transmettre à l'administration sans délai, c'est-à-dire que l'administration ne va pas attendre 2 jours pour recevoir ces documents, les contrats de travail des salariés détachés, les formulaires A1, les fiches d'aptitude médicale, les bulletins de paye et les relevés d'heures à l'issue de chaque mois. Et si jamais vous avez des ressortissants, des employés qui sont ressortissants d'un pays tiers, l'autorisation de travail. Alors, ces documents ils doivent être transmis aux représentants accompagnés d'une traduction française. Ça ne pose pas de problème pour vous, puisque dans tous les cas, vous avez des contrats francophones. Mais ces documents sont importants et doivent être toujours transmis aux représentants avant l'arrivée des salariés en France. Voilà un exemple de formulaire A1. Alors, je vous le mets, je pense que vous le connaissez. Ce formulaire A1, vous devez toujours le demander auprès de votre sécurité sociale belge, auprès de l'organisme à qui vous payez vos contributions sociales belges et ceux de vos salariés. Attention, ce document doit impérativement être demandé avant l'arrivée des salariés. Souvent, ça peut prendre un peu de temps entre le jour de la demande et le jour de réception de ce document. Pas de panique, si vous avez une preuve que vous aviez bien demandé ce document A1, vous l'envoyez à votre représentant et en cas de contrôle, vous aurez 2 mois pour transmettre le formulaire définitif transmis par l'administration. J'ai dit tout à l'heure que les indépendants n'étaient pas concernés par les règles de détachement, c'est vrai, mais attention, ça ne les exonère pas de demander un formulaire A1 et de garder ce formulaire A1 avec eux sur le chantier, tout simplement. Alors, quelles sont les amendes en cas de non-respect des règles liées au détachement de salariés en France?
On l'a vu, si vous n'avez pas de déclaration de détachement, vous êtes en non-conformité avec les règles. Et si vous ne nommez pas un représentant ou si vous nommez une personne qui n'agit pas comme un réel représentant, vous êtes en non-conformité vis-à-vis des règles françaises liées au détachement. Là, les amendes, elles sont importantes. Elles sont de 4 000 € par salarié détaché ou la suspension de la prestation pour une durée d'1 mois. Là, attention, parce que généralement, l'administration, si elle inspecte un chantier qu'il n'y a pas de représentant ou qu'il n'y a pas de déclaration, elle prend le nombre de salariés présents et elle multiplie par 4 000. Plus besoin depuis plusieurs années de passer par le tribunal. Elle a un pouvoir de police direct. Donc, l'administration peut vous émettre un PV et vous appliquer l'amende administrative directement. Généralement, elle ne s'embête pas, elle multiplie par 4 000 le nombre de salariés. Pour vous donner un exemple, je donne souvent cet exemple en petit webinaire, en petit séminaire. Il y a 4 ans maintenant, on a été contacté par une société belge qui venait en France faire des petites prestations au sein de locaux français. Et ces prestations duraient entre 2 et 3 heures. Et elle détachait à chaque fois 3 salariés. Une fois, elle vient sur le territoire français et pas de bol, un inspecteur passe par là en voiture et il voit la plaque d'immatriculation belge. Donc, il voit la plaque d'immatriculation belge. Donc, il rentre dans les locaux français de cette une petite boutique et il dit, bah voilà, je suis inspecteur français, je veux savoir quelle est votre raison sociale, d'où vous venez et qu'est-ce que vous faites. Donc, l'entreprise belge explique qu'elle est belge et qu'elle vient travailler en France pour une durée temporaire de 3 heures. Voilà. Donc, l'inspection française dit, donc vous êtes travailleur détaché, montrez-moi votre déclaration de détachement. Il n'y avait pas de déclaration de détachement. À l'époque, l'amende était de 2 000 € par salarié détaché, donc 4 000 €. Donc, l'administration française a appliqué 3 fois 2 000 €, elle a appliqué 6 000 € de pénalité à cette société pour une prestation de 3 heures. Depuis, cette société s'est mise en conformité. Elle a un représentant en France, nous en l'occurrence, et par chance, donc elle n'est plus contrôlée parce que l'administration sait maintenant qu'elle est à jour. Ce qui peut être aussi embêtant, c'est la suspension de la prestation pour une durée d'1 mois. Parce que là, ça peut être clairement le chantier total qui est bloqué. Donc, ce qui veut dire que tous les sous-traitants d'un client, d'un donneur d'ordre français seront arrêtés, parce qu'il faut savoir que le donneur d'ordre français est aussi responsable de vérifier que ses sous-traitants sont en conformité avec les règles françaises. Donc là, vous allez pouvoir potentiellement pénaliser tous les autres sous-traitants, ou alors si votre seule prestation est annulée et suspendue, là, pendant 1 mois, malheureusement, vous allez devoir attendre et aussi peut-être d'avoir les 4 000 € d'amende. Donc, faites attention là-dessus, soyez bien vigilants. Une déclaration CIPSI, et je ne parle pas de la déclaration Limosa, ça c'est autre chose. L'administration française se moque de la déclaration Limosa. Nous, ce que veut l'administration française, c'est la déclaration CIPSI et un représentant nommé en France. Votre troisième obligation, c'est d'obtenir des cartes BTP pour vos salariés détachés. Alors, une carte BTP, c'est quoi? Une carte BTP, elle doit être demandée par toute entreprise dont les salariés accomplissent des travaux de bâtiment. Donc, la construction d'un bâtiment, ou si je suis un sous-traitant, j'interviens dans le cadre de la construction d'un bien immeuble, ou si je fais des travaux publics, je suis concerné par une carte BTP. Globalement, vous êtes tous dans la construction. Donc, pour chaque détachement, vous devez obtenir une carte BTP pour vos salariés français et qui doit être conservée par vos salariés sur le chantier. Alors, la durée de vie de la carte BTP, elle est égale à la durée de vie du chantier. C'est-à-dire, vous avez une déclaration CIPSI, vous uploadez cette déclaration CIPSI sur le site cartebtp.fr, ce qui vous donnera l'émission d'une carte BTP pour vous. Elle sera reçue par voie postale. Mais vous devrez la redemander pour chaque nouveau détachement de salariés sur chaque chantier en France. Le prix de la carte BTP, c'est 9,80 €. Donc, vous voyez, ça c'est un petit peu limite parce que du coup, vous devez payer 9,80 € pour chaque salarié, pour chaque détachement. Ça peut coûter cher, sachant que là où c'est un petit peu discriminant, c'est que pour les salariés français, elle est aussi applicable, cette carte BTP. Par contre, la durée de la carte BTP est égale à la durée de leur contrat de travail. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu le côté pénible, mais vous devez impérativement demander cette carte BTP, sinon les amendes administratives, en cas de non-respect de cette obligation, peuvent être de 4 000 € par salarié détaché ou la suspension du chantier pour une durée d'1 mois. Alors, quatrième obligation, vous devez respecter le droit du travail français.
Alors, je ne vais pas rentrer dans tout le droit du travail français parce que ça voudrait dire sinon, on pourrait faire un séminaire d'une journée là-dessus et puis ce serait peut-être pas hyper intéressant. La Confédération de la construction est là aussi pour vous accompagner, vous donner des guidelines là-dessus. Les sites français sont très bien faits. Il y a beaucoup d'informations sur toutes les obligations. Parce que en matière de disposition du droit du travail français qui doivent être respectés, vous allez devoir respecter le noyau dur, c'est-à-dire les règles qui s'appliquent en France sur le salaire minimum, les congés payés, la sécurité, la santé, l'hygiène au travail. Bon, sur ce point-là, je vous apprends rien. Vous connaissez mieux les règles que moi, mais aussi la durée du travail. Alors, sur le salaire minimum, euh, en France, il est d'environ 10 euros, à peu près 10 euros et quelques bruts. À vérifier, vous le trouverez partout. Mais sachez qu'en principe, vous devez aller vérifier le salaire minimum qui s'applique dans la convention collective française. Et là, c'est quand même quelque chose qui est très difficile parce que euh, en France, même une entreprise française a du mal à définir la convention collective française qui va s'appliquer, parce que ça va dépendre de la nature du bien, ça va dépendre de l'endroit où est situé le chantier. Et une fois que vous l'avez identifié, il faut venir classer, en fait, classifier le salarié en fonction de son niveau d'études, de son degré de management, de son ancienneté dans l'entreprise. Bref, c'est un petit peu une usine à gaz. Donc, à minima, vérifier le salaire minimum. Mais globalement, en Belgique, vous êtes mieux payé qu'en France, donc ça devrait aller. Sur les congés payés, là, vous allez voir sur Internet, vous aurez des informations dessus. Il n'y a pas trop de soucis. Généralement, c'est pas souvent comment dire, contrôlé de la part de l'administration. Par contre, la santé, la sécurité, l'hygiène au travail, c'est très important, les conditions de sécurité sur le lieu du chantier et la durée du travail. Petit point sur la durée du travail, on est sur 35 heures par semaine, ça c'est important. C'est-à-dire qu'au-delà de 35 heures, entre 35 et 48 heures par semaine, vous devez payer des heures supplémentaires à vos salariés. Pareil, je pourrais vous envoyer après ce séminaire un site de l'administration française qui reprend bien tous ces éléments d'heures supplémentaires qui doivent être payées sur la fiche de paye. 10 heures max par jour, très important, et 48 heures maximum sur une semaine. Vous pouvez éventuellement aller tirer jusqu'à 60 heures, mais pour aller jusqu'à 60 heures, il faut demander l'autorisation et l'accord préalable de l'administration française à ce sujet-là. Pas de travail le dimanche, sauf exception, c'est-à-dire que vous avez demandé 45 jours au préalable l'autorisation à l'administration française, ou alors votre activité, elle est prévue pour pouvoir être travaillée le dimanche, et ça, c'est l'administration française, plutôt le droit du travail qui vient l'indiquer. Donc faites bien attention aux 35 heures, parce que vous, généralement, en Belgique, vous êtes aux 39 heures, donc de 35 à 38, on doit pouvoir voir apparaître des heures supplémentaires sur les fiches de paye. C'est pourquoi, en tant que représentant, vous devez à la fin de chaque mois transmettre les timesheets de présence avec pour chaque jour travaillé, heure de début, heure de fin et total des heures par jour, et les fiches de paye. Ce qui permet à l'administration française, en cas de contrôle, de venir vérifier le temps de travail hebdomadaire, mais aussi de vérifier le salaire minimum qui aura été appliqué et l'application éventuelle d'heures supplémentaires. Donc, nous, par exemple, si je reviens là-dessus, en tant que représentant, on demande à l'issue de chaque mois de nous transmettre un document Excel qui va reprendre l'ensemble de ces éléments sur les heures travaillées tous les jours pour les salariés sur les chantiers. Ce sont des choses, ainsi que les fiches de paye, ce sont des documents qui sont systématiquement demandés par l'administration en cas de contrôle. Alors, l'assurance décennale, je vous fais un bref résumé. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que j'ai pas vocation à rentrer dans le détail de cette règle parce qu'on ne fait pas courtier, on ne gère pas ça. Ce qui se passe, c'est que les constructeurs, en fait, belges et français, mais aussi belges et étrangers, ont l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité civile décennale en France ou qui va venir garantir la réparation des dommages qui pourraient apparaître après la réception des travaux. Euh, alors, les constructeurs étrangers doivent également justifier de cette garantie qui va couvrir les contrats qui sont exécutés en France. Les sous-traitants, ils sont exclus du champ d'application de cette garantie car ils n'ont pas de lien direct avec le maître d'ouvrage. C'est vraiment tout constructeur qui va avoir un lien direct avec le maître d'ouvrage. Vont rentrer en fait dedans tous les dommages qui peuvent être
qui peuvent s'appliquer sur des toitures, des charpentes, les murs, bref, la structure même du bâtiment, des travaux d'agrandissement, des vérandas, des terrasses, ce genre de grosses œuvres ne seront pas concernés. La rénovation d'une porte, le changement d'une porte ou le changement d'une fenêtre ou d'un volet, par exemple. On ne rentrera pas dedans. Alors, la difficulté là-dessus, c'est de trouver un assureur qui va accepter d'assurer les travaux que vous allez effectuer en France. Donc là, c'est assez difficile. Il y a pas tellement j'ai pas tellement de solutions, malheureusement, parce que je sais que les entreprises étrangères ont beaucoup de mal à trouver des assureurs en France. Donc, il y a plusieurs solutions. Essayez de voir avec votre confédération de construction qui potentiellement pourrait avoir des contacts là-dessus. Essayez de voir avec votre propre assureur belge qui peut-être a des contacts ou fait partie d'un réseau d'assureurs qui pourrait éventuellement vous aider sur le territoire français. Moi, j'ai un contact. En cas de besoin, vous me faites un mail et je vous donne les contacts de quelqu'un. Alors, je n'ai pas le feedback par la suite, mais éventuellement, ce sont des pistes à explorer. Ce sont un courtier qui peut vous aider éventuellement sur le territoire français. Bien évidemment, ça va avoir un certain coût, parce que bon, ben, c'est une assurance décennale pour une entreprise étrangère. Il va y aussi avoir un check important qui sera fait au préalable. Mais il y a peut-être une solution. N'hésitez pas à me contacter en cas de besoin. Dernière obligation, c'est le fait de facturer vos clients eu égard à la TVA. Parce que vous allez, vous, entreprise belge, facturer une société française, une société étrangère ou un client français pour une prestation qui sera effectuée sur le territoire français, mais une prestation sur un bien immeuble. Et on sait que quand on facture de la TVA sur les biens immeubles, on a toujours des règles particulières qui vont venir s'appliquer. Alors, j'ai deux cas de figure que je vais vous présenter qui vont, je pense, venir couvrir l'ensemble des situations auxquelles vous pourrez être confronté. La première, c'est-à-dire que vous allez facturer un client particulier. Donc, vous avez un chantier sur un bien immeuble qui est présent sur le territoire français. Vous facturez un particulier français. Donc, quand on facture un particulier, on met de la TVA, on facture TTC. La question, c'est de savoir quelle TVA je mets. Est-ce que je mets de la TVA française ou est-ce que je mets de la TVA belge? La règle, elle est simple. On met toujours de la TVA du lieu où se situe l'immeuble. C'est-à-dire que là, vous allez avoir un bien immeuble, un travail de construction sur le territoire français. Donc, vous allez appliquer la TVA française sur votre facture. Donc, vous, société belge, vous avez l'obligation de facturer de la TVA française. Deux possibilités. Soit vous avez un numéro de TVA français, ou vous demandez un numéro de TVA français, et là, vous allez tous les mois reporter les TVA, les montants de TVA collectés auprès des clients particuliers au sein de déclaration de TVA française, et vous nommez un mandataire fiscal, on peut vous aider dessus, hein, en France, bien sûr. Ou alors, une nouveauté depuis le 1er juillet 2021, pardon, vous utilisez le mécanisme de l'OSS en Belgique. C'est-à-dire que c'est un mécanisme, c'est un guichet unique qui va vous permettre d'effectuer des prestations de services sur des biens immeubles partout en Europe, facturer la TVA locale partout en Europe, la collecter auprès des clients, reverser tous ces montants auprès du guichet unique OSS belge tous les trimestres. Et c'est l'administration belge qui, tous les trimestres, viendra redistribuer ces montants de TVA auprès des administrations fiscales concernées. Ce mécanisme est intéressant parce qu'il peut vous permettre d'éviter l'obtention d'un numéro de TVA dans les pays où vous allez effectuer des prestations de services. Si vous avez de la TVA à demander en remboursement et que vous avez un numéro de TVA français, ça peut être intéressant de le conserver parce que vous pourrez tous les mois demander cette TVA en remboursement. Deuxième cas de figure, votre client n'est pas un particulier, mais ce client est une entreprise française. Alors là, généralement, c'est assez simple parce que quand on est dans le cadre d'une prestation de B2B, généralement, on facture en exonération de TVA. Donc là, vous êtes, vous, prestataire de service, vous avez un numéro de TVA français. Votre client est preneur du service, il a un numéro de TVA français. Donc sur votre facture, vous allez faire une facture en exonération de TVA, vous mettez votre numéro de TVA belge, votre client met son numéro de TVA français et vous ajoutez une phrase qui va vous permettre d'exonérer et justifier votre facture de TVA française avec la mention de l'article 283-1 alinéa 2 du Code général des impôts français.
C'est un peu l'équivalent du co-contractant que vous avez en Belgique. Et là, le preneur du service, le français, il va venir ce qu'on appelle auto-liquider la TVA sur sa déclaration de TVA mensuelle, tout simplement. Et là, vous n'avez aucune obligation d'obtenir un numéro de TVA français. Quand vous devez appliquer la TVA française, quels sont les taux de TVA que vous allez devoir appliquer sur votre facture? 3 taux de TVA différents. On peut avoir un taux de 20%, c'est le taux classique qui s'applique à tous les produits ou services pour lesquels aucun autre taux n'est expressément prévu. On peut avoir un taux intermédiaire de 10%. Lui va s'appliquer sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement, d'entretien qui vont porter sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de 2 ans. Donc à 10%. Vous avez, je crois, un équivalent à peu près égal à 6% en Belgique. Et on va pouvoir aussi avoir un taux réduit à 5,5. Il va aussi s'appliquer sur les travaux d'amélioration, sur des locaux à usage d'habitation depuis plus de 2 ans. Mais ces travaux d'amélioration doivent avoir pour but un gain d'énergie sur l'habitation. Donc, vous voyez, on a 3 taux différents. Ça peut être un peu complexe. Il faut bien déterminer quel est le travail en question qui est effectué en France. Et si vous êtes amené à utiliser un taux intermédiaire, dans ces cas-là, vous allez devoir émettre une attestation. Alors, voilà pour les principaux points dont je voulais vous parler sans trop rentrer dans le détail. Là où je voudrais conclure là-dessus, c'est faites bien attention aux règles en matière de détachement. Je veux vraiment porter un point d'honneur là-dessus parce que la déclaration CIPSI, le représentant, l'absence en fait de réalisation de ces formalités au préalable font courir de véritables amendes administratives qui peuvent être très importantes et qui peuvent augmenter très rapidement. On le voit récemment, nous, il y a de plus en plus de contrôles pour des sociétés étrangères qui détachent des salariés en France. Je rappelle 4 000 € par salarié détaché, la suspension du chantier. Donc vraiment, dès que vous détachez des salariés en France, vous effectuez les formalités de détachement françaises, à savoir, je fais une déclaration CIPSI en France, je nomme un représentant, je demande mon formulaire A1, je donne à ce représentant tous les documents nécessaires que je dois lui transmettre et transmettre à l'administration en cas de contrôle seulement, et j'obtiens les cartes BTP en cas de contrôle. Ça, c'est vraiment quelque chose, j'insiste vraiment parce que le contrôle, il est très rapide et l'amende, elle est très rapide à tomber également. En matière de TVA, vous avez toujours moyen de régulariser par la suite. Ça passe plutôt bien. Par contre, le détachement, vous êtes contrôlé, vous n'avez pas de détachement, l'administration constate et est tout à fait libre de vous émettre l'amende de 4 000 € par salarié. Alors, si jamais vous avez des détachements, n'hésitez pas à contacter François Clous, hein, bien évidemment, et Adrien Migeot de la Confédération de la construction de la province du Luxembourg. Ils seront tout à fait à même de vous répondre. Si vous avez des besoins d'assistance, vous n'hésitez pas également. Moi, je suis là aussi, hein, avec grand plaisir. On peut vous aider, vous accompagner, vous assister, répondre à vos questions. En parlant de questions, on a un petit peu de temps du coup maintenant pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, il n'y a pas de questions stupides. C'est une matière qui n'est pas si facile que ça. Donc surtout, n'hésitez pas, je suis là aussi pour répondre à vos questions, pour prendre ce temps. On a un quart d'heure, 20 minutes. Donc merci de votre attention et je vais laisser François poser les différentes questions s'il y en a eu. Merci, Monsieur Bonneton. Oui, il y a une autre question. Entre autres, un conducteur passant 2 à 3 fois par semaine sur un chantier en France pendant 1 heure, est-ce que cette personne doit être détachée? Alors, je vais poser une autre question. Est-ce que, donc, Madame Collard, est-ce que vous êtes une société de transport? Une vraie société de transport? Si oui, si vous êtes une société de transport, vous ne faites que ça. Donc, Là, ici, quand on parle de conducteur, ce n'est pas conducteur, c'est conducteur de oui, chantier. oui, mais vous Donc, allez c'est comprendre. pas Ah, d'accord, ok. responsabilité. D'accord. Pardon, excusez-moi, je suis pur français. Excusez-moi. Je comprends la question. Donc, si vous êtes chef de projet,
Alors, le chef de projet, oui, lui, il doit impérativement être détaché. C'est une personne qui vient effectuer une prestation de service en France sur un chantier. Il va conduire des travaux, donc il sera chef de projet, il va manager des équipes. Donc oui, il doit l'avoir. Et attention, oui, il devra aussi faire attention à sa carte BTP. Donc c'est-à-dire que lui, il doit avoir sa déclaration de détachement qui doit être faite. Alors la théorie voudrait qu'on ait une déclaration de détachement par détachement. C'est-à-dire que s'il vient une fois, 2, 3 fois par semaine, vous faites une déclaration par semaine. Plutôt une déclaration, s'il vient du lundi au mardi, vous faites une déclaration qui commence le lundi, qui finit le mardi. Nous, on a de plus en plus, on voit des sociétés qui mettent par exemple, pour un chef de projet, qui vont mettre une déclaration allant du 1er mars au 30 juin. Sauf que l'administration nous a dit récemment que non, ça, ce n'est pas possible. L'administration doit savoir quel jour exact est présent le salarié détaché. Donc, techniquement, une déclaration par arrivée, par présence en France. Juste, oui. Est-ce que cette personne doit aussi avoir la carte BTP par chantier? Oui, toute personne qui est présente sur le chantier doit l'avoir. Mais donc ici, on parle d'un conducteur, mais ça pourrait être le cas aussi d'une entreprise de chauffage, électricité qui va faire du dépannage, ou sur la journée, il passe sur 5-6 chantiers différents. Il ne doit quand même pas demander une carte BTP par chantier. Alors, ça dépend. S'il arrive sur un chantier de construction d'un bien immeuble, c'est-à-dire que le bien n'a toujours pas été livré, là, il va devoir avoir sa carte BTP. Par contre, s'il intervient chez des particuliers, là, il ne va pas intégrer un chantier de construction, en fait. Le bien est déjà livré. Donc, dans ces cas-là, il n'y aura pas de carte BTP. La carte BTP, c'est vraiment dans le cadre d'un chantier de construction. Et toutes les personnes qui interviennent, les sous-traitants, les peintres, etc., dans un chantier de construction et que le bien n'a pas été livré, doivent la demander. Et alors, quand je parlais du transport tout à l'heure, donc je parlais du transport, excusez-moi la non-compréhension du terme conducteur, juste le transport, il y a eu un changement. Une entreprise de transport, elle, n'a plus besoin de faire de déclaration SIPSI. Il y a un nouveau mécanisme qui se fait, mécanisme européen. Par contre, une société française qui a un camion qui vient livrer du matériel, du ciment, des matériaux pour le chantier, doit faire une déclaration SIPSI pour ce chauffeur qui est un chauffeur d'une société de construction, ce chauffeur qui sera détaché sur le territoire français. Hop. Alors, il y a une autre question donc, sur le formulaire 1 pour un indépendant. Je vais en profiter, c'est une question qu'on peut aussi se poser pour les salariés détachés. Le formulaire 1, en fait, ça va dépendre de votre sécurité sociale. Ce formulaire 1, il peut être émis sur une année entière. On le voit de plus en plus, il n'y a aucun souci là-dessus. Ou alors, il sera émis chantier par chantier. Les deux sont acceptables, bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Sur l'indépendant, je vais rajouter une chose. Je vous conseille, pour les indépendants, de conserver avec vous une preuve de votre qualité d'indépendant. Un enregistrement en tant que tel auprès d'un organisme de sécurité sociale, auprès d'un enregistrement, auprès d'une chambre des métiers. Parce qu'en cas de contrôle, c'est toujours intéressant de dire à l'administration, ben regardez, je suis indépendant, la preuve, voilà un document officiel d'enregistrement en Belgique qui prouve que j'ai la qualité d'indépendant et que je ne suis pas salarié. Et là, vous éviterez toute question de la part de l'administration à ce sujet et tout risque de reclassement d'un indépendant en tant que salarié. Le vrai problème, c'est que souvent, on peut avoir des associés actifs, par exemple. Il y a plein d'associés actifs dans une entreprise avec des salaires très bas et qui, en fait, prennent leur directive d'une personne. En fait, il y a un lien de subordination. Et en fait, ils sont en quelque sorte salariés. Ils sont pas vraiment à la qualité d'indépendants parce qu'ils ont un lien de subordination avec une personne. Donc attention avec ces éléments-là. Alors, pas de dépannage, pas de carte BTP pour un dépannage, mais est-ce qu'il faut une déclaration de détachement? Oui. SAV, urgence, on vous appelle pour intervenir sur une ligne de production en France, ça va prendre 1 heure. Vous devez quand même avoir une déclaration de détachement. Vous allez me dire quel est le risque de se faire contrôler sur 1 heure dans des locaux en France ou au sein d'un particulier chez qui on va rénover une toiture très rapidement, on va remplacer un volet, etc. Je suis d'accord, le risque il est assez faible en soi, bien évidemment. Le problème, c'est que si vous avez un accident du travail sur le chantier,
Voilà. Là, c'est le début des problèmes parce que du coup, on va vous dire, ah, vous avez un accident de travail, vous aviez fait un détachement. Non, j'avais pas de détachement, etc., etc. Mais je conçois tout à fait que ça peut être compliqué en cas d'urgence de faire une déclaration de détachement avant le départ du salarié. Ils n'ont pas pris en compte cette possibilité-là. Les seuls secteurs ou types d'opérations sur lesquels vous n'avez pas de déclaration CIPSI à faire, c'est, je l'ai dit, les détachements pour le propre compte de l'employeur, ou pour les footballeurs, ou pour les mannequins. Et ce n'est pas une blague ce que je dis, c'est vraiment ce qui est indiqué. Donc, pour le SAV, malheureusement, il n'y a pas d'exception sur la déclaration de détachement. Il faut en faire. Alors, un ouvrier couvreur qui va réaliser une réparation sur un ancien bâtiment, doit-il avoir une carte BTP? Alors là, je vous dirais oui. Oui, parce que vous allez... Je dirais oui, mais à vérifier. Parce qu'il faudrait que je regarde si on peut pas échapper à la carte BTP. Mais là, on va quand même toucher, on va quand même toucher si on touche au bâtiment en tant que couvreur, on touche à la structure même du bien. Euh, euh, Tout va dépendre de la réparation. Votre question est intéressante. Si vous me permettez, monsieur Dron, je regarde et je vous fais un retour demain par mail si vous me permettez, ou je vous passe un coup de fil. Euh, J'aurais tendance à dire oui, mais il y a peut-être moyen d'échapper à ça. Alors, Madame Vauzer, avez-vous des coordonnées de représentants sur le territoire français à conseiller? Eh ben, je peux être votre serviteur. On est représentant. On travaille, nous, avec Monsieur Clous sur certains dossiers qui nous ont été envoyés. Aujourd'hui, on représente à peu près 250 sociétés étrangères, qu'elles viennent de partout en Europe. Donc, bien sûr, moi, je serais ravi de pouvoir échanger avec vous. Donc, si vous voulez, on peut en discuter demain sans problème. J'ai une question par rapport à l'assurance décennale. Oui, Vous avez dit que les sous-traitants n'étaient pas responsables, donc c'était l'entrepreneur qui avait le lien direct avec le client. oui, Moi, j'ai quand même déjà eu des cas dans la où théorie. l'entrepreneur principal ne prend pas l'assurance décennale et demande à ses sous-traitants Ouais. de se couvrir. C'est quand même, c'est Ah assez là, oui. inédit. Ouais, oui. Bah, du coup, oui, parce que là, il n'y en a pas. S'il n'en prend pas, s'il ne veut pas assurer pour le compte d'eux et pour les travaux des sous-traitants, là, il faut dans tous les cas. Donc, si lui, il n'en prend pas, le sous-traitant doit en prendre, oui. Mais est-ce Ouais. qu'il y a une obligation de la part de l'entreprise générale à normalement s'assurer et ne pas exiger que ce soit les sous-traitants? Là, je ne sais pas. Là, malheureusement, c'est la limite de notre exercice. Comme je dis, on n'est pas compétent là-dessus. C'est la limite de notre compétence. Donc, je ne pourrais. Là, ça va être compliqué. Les textes disent, c'est vrai que les textes disent que oui, c'est souvent l'entrepreneur qui a un lien avec le maître d'ouvrage qui doit avoir une garantie décennale, sachant que les sous-traitants, en sous-traitance, eux, n'en ont pas. Là, bien évidemment, c'est dans les textes. Après, est-ce qu'il y a une véritable obligation? Je serais là malheureusement incapable de vous répondre parce qu'on ne gère pas malheureusement ces assurances décennales. C'est une matière qui nous échappe un petit peu. Ok. Alors, une matière qui vous concerne plus, c'est par rapport à la TVA, une question que j'ai eue la semaine dernière. Ouais, Donc, une entreprise générale fait appel à un couvreur. Ce couvreur travaille avec différents indépendants ouais. et donc va réaliser ce chantier en France avec ces différents indépendants. Par rapport à la facturation entre les couvreurs indépendants, Belge? oui, belge, donc même si l'entrepreneur principal est français, donc il a un numéro de TVA français, étant donné que les couvreurs, on va dire le couvreur qui a le chantier fait appel lui-même à de la sous-traitance en Belgique, il devra également lui-même avoir un numéro de TVA Eh oui, en parce que France pour ses sous-traitants. en fait, le problème, c'est que euh, on a un prestataire de service euh, qui sera l'indépendant belge. C'est l'indépendant belge qui va être prestataire de service. Le preneur sera la société belge. Qui dit bah, tiens, j'ai besoin de toi pour aller en France. Euh, Si la société belge qui fait appel aux indépendants, donc le preneur du service, dispose d'un numéro de TVA français, dans ces cas-là, l'indépendant belge, lui, il facture en exonération de TVA. Aucun problème là-dessus. Par contre, si la société belge ne dispose pas de numéro de TVA français, malheureusement, l'indépendant belge doit facturer avec TVA française. Et donc là, l'indépendant belge devra prendre un numéro de TVA français. Mhm, mhm.
Exactement. Merci. Ben voilà, je pense qu'on a parcouru les différentes questions. Oui. Donc, en effet, si vous avez d'autres questions encore dans les prochains jours, moi je vous invite à contacter votre confédération locale directement et on pourrait être le relais éventuellement avec Monsieur Bonneton si vous cherchez un représentant fiscal en France. Ou représentant de Voilà. détachement, ouais, aussi. Ouais. Ouais. Bien Voilà. sûr, bien sûr. Un tout grand merci pour votre exposé, Monsieur Bonneton. Je vous en prie, merci à vous de votre invitation. Merci à vous de votre invitation. Je vous souhaite de très bons mardis de la construction. J'ai cru comprendre que le programme allait être chargé ces 3 prochains mois. Donc je vous souhaite, je vous souhaite de passer de très bons mardis soirs. Merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci à vous et merci de votre participation. Au revoir.